Samedi 11 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, selon les associations des personnes en situation de handicap, les enlèvements de personnes atteintes d'albinisme devraient être considérés comme des cas particuliers. Elles estiment que la prise de responsabilité est insuffisante. Les personnes atteintes d'albinisme vivent actuellement dans une grande inquiétude et une peur permanente, quelle que soit la région où elles se trouvent à travers l'île. Reportage. Face aux faits observés actuellement à Tananarive et dans ses environs, les personnes en situation de handicap se remémorent les épreuves et le quotidien des personnes atteintes d'albinisme à travers l'île. Celles-ci vivent dans la peur et l'inquiétude constante en raison des meurtres atroces et des enlèvements dont elles sont victimes. Les associations appellent ainsi à la mise en place de mesures conformes aux droits humains, sans pour autant isoler davantage les personnes atteintes d'albinisme de la société, ni leur faire ressentir une forme d'exclusion. Environ 800 à 1000 personnes atteintes d'albinisme sont recensées à Madagascar, selon les rapports reçus par l'association Albinos. Il n'existe pas de statistiques officielles concernant les actes d'insécurité dont elles sont victimes, mais il est toutefois établi que ces faits se sont multipliés ces derniers temps. Toujours dans cette page fait divers, l'affaire d'enlèvement d'enfants qui circule actuellement a désormais des répercussions sur le travail quotidien des vendeurs en ligne sur les réseaux sociaux. Un vendeur a témoigné que l'un de leurs livreurs a failli être victime de justice populaire hier à Mbibao à la suite d'accusations infondées portées à son encontre. Reportage sur les images de Yves Janel. Un vendeur en ligne a témoigné dans une publication que leur livreur a failli être victime de justice populaire hier à Mbibao Mondave à cause de rumeurs liées aux enlèvements d'enfants. Selon lui, ce livreur aurait approché un enfant âgé dans les 13 à 14 ans pour lui demander des renseignements. Mais en voyant cela, une commerçante à proximité a cru qu'il avait l'intention d'enlever l'enfant. Aujourd'hui, nous avons contacté le responsable de la page Golden Fluke qui nous a raconté directement les faits. Il a affirmé qu'heureusement que le client était venu à la rescousse du livreur, car les habitants avaient commencé à s'en prendre au livreur. Selon les explications de cet entrepreneur, il pourrait aller jusqu'à leur faire porter des signes distinctifs, comme un gilet ou un badge pour protéger leur livreur. Pour éviter tout danger, les clients sont également invités à fournir des informations précises et complètes sur leur localisation. Les livreurs éviteront aussi de demander leur chemin à des passants, surtout à des enfants, dans la rue. Ce qui est arrivé hier au livreur a eu un impact psychologique, voire traumatisant, affirme Efassou Radzao. Même si l'affaire n'a pas encore eu d'effet direct sur leur activité, ils s'efforcent de rester vigilants et de s'adapter à la réalité, marquée par les rumeurs et les fausses accusations. Un père de famille a perdu la vie hier soir à la suite de l'incendie survenu à Tsarlalan. Il aurait tenté de sortir des objets de valeur de la maison, ce qui lui aurait coûté la vie. L'étroitesse des passages entre les habitations environnantes a compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers. Toutefois, la mobilisation conjointe des secours et des riverains a permis de maîtriser les flammes. Reportage de Anienne Martina et Yves Janel. C'est cette grande maison à étages qui a pris feu hier soir. Ce matin, lors du passage sur les lieux, il a été constaté que l'infrastructure avait été entièrement ravagée par les flammes, tout comme les meubles et effets ménagers, en particulier les documents précieux. Le feu aurait commencé peu après 6 heures. Selon les occupants de la maison incendiée, un court-circuit pourrait être la cause. Les flammes se sont propagées très rapidement sous l'effet du vent. Les 2 étages supérieurs ont été entièrement détruits, tandis que quelques éléments ont pu être sauvés au rez-de-chaussée. La famille sinistrée lance un appel à l'aide car elle affirme ne plus rien avoir. Cette mère de famille a également perdu son frère dans ce drame. Âgé de 60 ans, il aurait tenté de maîtriser le feu et de sortir les objets de valeur. Selon son témoignage, le père de famille a été pris d'un malaise, sans doute asphyxié par les fumées, avant de s'effondrer dans l'escalier où il a été entièrement brûlé. Il a fallu environ 4h30 pour maîtriser l'incendie hier soir, selon les sapeurs-pompiers. L'étroitesse des passages entre les maisons voisines a rendu l'intervention difficile. Toutefois, la solidarité des riverains a également contribué à contenir les flammes. Ce matin, l'élan de solidarité des habitants envers les familles sinistrées est particulièrement marquant, avec des gestes d'entraide à leur égard.
Partant à présent à Touamas, laissez-nous voter, c'est le mot d'ordre répété par les habitants en grève dans plusieurs Fonkontagnes, et notamment à Touamas, la capitale économique de Madagascar, face à la nomination des chefs de Fonkontagnes. Certaines passations de services ont été empêchées par les habitants, tandis que d'autres ont pu avoir lieu, mais de nombreuses voix s'élèvent encore. Toujours un reportage de Anienne à Martina sur les images de Rivoura François, Viva Touamas. Ce nouveau chef de Fonkontagnes, tout juste entré en fonction à Mangarif Chavarach, parcelle 1114 à Touamas, présente son programme pour le Fonkontagnes. Il a été nommé par voie de décision administrative. Toutefois, la majorité des habitants continue d'exprimer son désaccord face à cette nomination. Les habitants réclament l'organisation d'élections des chefs de Fonkontagnes afin de pouvoir désigner une personne choisie par la population. La ville de Touamas n'a connu ces derniers jours plusieurs mouvements de protestation contre le remplacement des chefs de Fonkontagnes. Et du côté de la société civile, concernant justement la nomination de ces chefs de Fonkontagnes, l'organisation de la société civile réitère son appel, même si celui-ci semble être un cri dans le désert en faveur de la mise en place de l'élection des chefs de Fonkontagnes. Selon cette dernière, la présence de candidats volontaires élus par la population permettrait de rétablir la confiance au sein de la société, surtout face à la situation actuelle dans le pays. Reportage. Pour résoudre les problèmes locaux, il faut notamment des personnes issues d'une consultation locale. La société civile attire l'attention des responsables, au regard de la situation actuelle dans le pays, sur l'importance de l'élection des chefs de Fonkontagnes. La confiance de la population, l'harmonie sociale dans son ensemble, ainsi que l'écoute mutuelle et la communication de proximité sont nécessaires dans une situation comme celle-ci. Ce sont des missions qui relèvent notamment des chefs de Fonkontagnes. Cela fait près de 9 mois que la société civile insiste sur l'élection des chefs de Fonkontagnes. Pourtant, cette aspiration n'a toujours pas reçu de réponse. Il s'agit d'une revendication qu'elle partage avec les citoyens mobilisés au niveau des Fonkontagnes, aussi bien à Antananarivo que dans les régions. Dans les actualités de ce jour également, parlons des résultats du BEPC. 5 circonscriptions scolaires ont déjà publié aujourd'hui les résultats de l'examen du BEPC. Le taux de réussite dans les Cisco se situe entre environ 65% et 75%. Ainsi, la Cisco d'Ambatolampy affiche un taux de réussite de 65,33%. Elle est suivie par la Cisco d'Anjanmas avec 68,98%. La Cisco d'Ambatolampy avec un taux de 69,41%. La Cisco de Manzakanjin à 75,49% et enfin la Cisco d'Yacour qui affiche un taux de réussite de 75,86%. Outre la consultation des lieux réservés à l'affichage des résultats, comme chaque année, un lien spécial partagé par le ministère de l'Éducation nationale permet de consulter immédiatement les résultats de l'examen dès leur publication officielle. Poursuivons ce journal dans la page économique. Le ministère du Commerce et de la Consommation a publié au début du mois de juin dernier un arrêté imposant à tous les opérateurs économiques d'effectuer chaque mois une déclaration de stock. Les marchandises entrées, les marchandises sorties ainsi que le stock restant doivent obligatoirement être déclarés. Ceux qui ne respectent pas cette obligation s'opposent à des sanctions, indique également cette communication. Reportage. Le ministère du Commerce et de la Consommation a publié cet arrêté le 3 juin 2026. L'arrêté numéro 19-326-2026 stipule que tous les opérateurs économiques, notamment les importateurs, les producteurs, les entreprises de transformation, les grossistes, les collecteurs, ainsi que tout opérateur économique disposant de produits destinés à la vente, quelle qu'en soit la forme, et qu'il exerce de manière permanente ou occasionnelle, sont tenus d'effectuer une déclaration mensuelle de stock. Cette déclaration concerne le stock au début du mois, les marchandises entrées, les marchandises sorties, ainsi que le stock restant à la fin du mois. Elle doit être effectuée chaque fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant, et déposée ou envoyée par courriel ou par voie électronique auprès de la Direction régionale du commerce et de la consommation du lieu où s'exerce l'activité. Des contrôleurs dépêchés par le ministère concerné procéderont ainsi à des vérifications des stocks et à la confirmation des déclarations effectuées conformément à cet arrêté. Il est indiqué que cette décision vise à assurer le suivi de la disponibilité des stocks sur le marché, à prévenir les pénuries de produits et la hausse du coût de la vie,
ainsi qu'à faciliter les contrôles menés par le ministère. En cas d'absence de déclaration de stock ou de retard non signalé au préalable aux responsables compétents, les opérateurs économiques concernés s'exposent à des sanctions administratives. Celles-ci peuvent aller jusqu'à la suspension de l'autorisation d'exercer selon les dispositions de cet arrêté. L'actualité de ce jour également, c'est la victoire de l'Espagne contre la Belgique. Justement, la Roya s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football après avoir battu la Belgique sur le score de 2-1 hier soir à Los Angeles. Ainsi, la France et l'Espagne s'affronteront en demi-finale de ce mondial 2026. Reportage de Anienne Martina sur les images de France 24. Aroya a montré tout son savoir-faire hier soir face aux Belges lors du quart de finale de la Coupe du Monde de football 2026. La rencontre a été très disputée. L'Espagne a ouvert le score grâce à un but de Fabien Ruiz à la 30e minute. Les Belges n'ont toutefois pas tardé à réagir. À la 41e minute, Charles de Ketelaere a égalisé, portant le score à 1 partout. En seconde période, la Roya espagnole a intensifié ses attaques. Dans le même temps, le gardien belge Thibaut Courtois s'est blessé et a dû être remplacé. Un coup dur pour les Diables Rouges, tandis que Thibaut Courtois a quitté le terrain en larmes. À la 88e minute, le ballon a échappé des mains du gardien remplaçant belge, une erreur lourde de conséquences qui a permis à Mikel Merino d'ouvrir la victoire à l'Espagne. La Roya affrontera donc les Bleus en demi-finale de cette Coupe du Monde de football 2026. Le match aura lieu le 14 juillet prochain. Cette rencontre s'annonce comme l'une des plus relevées de ce mondial. D'un côté, la France qui peut compter sur un avantage offensif, de l'autre, l'Espagne particulièrement solide en défense. Depuis le début de la compétition, l'Espagne n'a encaissé qu'un seul but. Je pense que depuis le début de la Coupe du Monde, tout le monde attend ce match avec impatience. Nous, on l'attend avec beaucoup d'impatience. À mon avis, nous sommes les deux meilleures équipes de la Coupe du Monde, mais bon, on n'a pas peur. Je pense que si quelqu'un peut affronter la France avec confiance, c'est bien nous. L'Espagne a remporté ses deux dernières confrontations face à la France, notamment lors de l'Euro 2021, où elle s'est imposée 2-1 contre les Bleus. Restons toujours à l'étranger pour poursuivre ce journal. En Taïwan, quelques 900 000 personnes ont été évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi dans les vents et les pluies ont frappé aujourd'hui Taïwan et plusieurs îles japonaises, privant des milliers de foyers d'électricité. Les détails avec France 24. Des vents violents et des pluies torrentielles, le typhon Bavi s'abat sur Taïwan. Selon les autorités, jusqu'à 1 mètre de cumul de pluie pourrait tomber dans certaines zones. C'était donc une course contre la montre ces dernières heures pour se préparer à l'arrivée de la tempête. 14 000 personnes ont été évacuées de manière préventive des zones montagneuses à risque. Commerces et restaurants sont barricadés. Des rangées de sacs de sable ont été empilées toute la nuit devant portes et fenêtres. Normalement, on prépare nous-mêmes nos sacs de sable. Mais si une situation imprévue se produit, on ne pourra pas faire grand-chose. Nous devons nous préparer à l'avance pour limiter les dégâts causés par le typhon. Mais parfois, c'est impossible de les éviter. Mais Bavi se déplace très vite. Il a déjà touché le sud-ouest du Japon. Des rafales à plus de 190 km/h ont balayé les îles locales, et notamment celle d'Ishigaki. Le typhon a poursuivi sa route vers le nord, à travers le Pacifique. Il devrait toucher les côtes chinoises. Sur place, les habitants, là aussi, se préparent. Depuis hier, nous avons fait des réserves d'eau et stocké des légumes. Les effets du typhon devraient durer environ 2 jours. Je ne suis donc pas très inquiète. Nous avons fait quelques provisions, mais sans excès. Avec le passage de Bavi, les deux régions s'attendent à des inondations. Taïwan est toujours en alerte maximale. Et les autorités attendent les premières autopsies pour pouvoir en dire plus sur le bilan du violent feu de forêt qui a fait au moins 12 morts de nationalités différentes dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de l'Espagne, dans une zone où vivent de nombreux Britanniques. France 24. Hors de contrôle, le brasier a continué sa progression toute la nuit. Depuis jeudi soir en Andalousie, le feu a déjà parcouru plusieurs milliers d'hectares. Il a causé la mort d'une dizaine de personnes qu'il faut encore identifier.
et le bilan pourrait s'alourdir. Il y a des ressortissants étrangers parmi les victimes, mais je ne peux pas vous fournir plus de détails tant que l'identification des corps n'est pas terminée. Sur ces images inédites tournées hier après-midi, l'on vit de l'intérieur la lutte sans relâche de près de 500 pompiers et militaires encerclés par les flammes. Le feu tutoie les habitations. Alors sur cette même route, guidée par la police locale, plusieurs centaines d'habitants prennent la fuite. D'autres ont reçu l'ordre de rester confinés. Le feu est tout proche et c'est surtout la fumée qui est terrible. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Partant en Iran, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a juré de venger la mort de son père Ali Khamenei, tué fin février dans des frappes israélo-américaines, affirmant dans un message écrit diffusé aujourd'hui que cette vengeance devait s'accomplir inévitablement. France 24. C'est la première déclaration officielle du nouveau guide suprême depuis les funérailles de son père, l'ayatollah Khamenei, à qui il a succédé. Dans une déclaration écrite, lue à la télévision d'État, Mojtaba Khamenei affirme que le régime iranien vengera la mort de l'ancien guide suprême. Nous nous engageons à venger son sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces deux guerres. Cette vengeance est une exigence de notre nation et elle doit s'accomplir inévitablement. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'inhumation d'Ali Khamenei à Mashhad ce vendredi et qui survient à l'issue d'une semaine de tensions et de violence entre les États-Unis et l'Iran, marquée par les plus importantes frappes entre les deux pays depuis la signature à la mi-juin du protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril. Samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères a soutenu une nouvelle fois que l'Iran respectait ses engagements, renvoyant la responsabilité de la récente escalade des violences sur Washington. Jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole. Il ne peut y avoir de respect que lorsqu'il est mutuel. Du côté des États-Unis, Donald Trump affirme que le cessez-le-feu est désormais terminé, mais il accepte de poursuivre les négociations. La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les pourparlers. Nous avons accepté, mais les États-Unis leur ont fait savoir, sans la moindre ambiguïté, que le cessez-le-feu est terminé. Réagissant à des informations selon lesquelles l'Iran projetterait de l'assassiner, le président américain a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que 1000 missiles étaient prêts à être tirés sur l'Iran si besoin. Selon plusieurs médias américains, Washington a fait savoir à Téhéran vendredi qu'il lui donnait jusqu'à samedi soir pour s'engager publiquement à ne plus attaquer de navires qui transitent par le détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite du programme et très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.